Bonjour et bienvenue. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter un document sur la réforme électorale. Pour vous dire que ça a commencé, nous avons commencé à travailler dessus il y a 8 ans de cela. Et j'ai une pensée spéciale pour notre ami Dan Benou, qui a beaucoup participé et qui avait fait le 2 mandats comme son cheval de bataille. Bon, dans le but de créer une Maurice meilleure, nous allons présenter le dossier. Pitch 24 Assami va énumérer les faiblesses. C'est Faisal Dioubakhan qui va vous énumérer les faiblesses de notre système actuel. On passera un petit clip avant de commencer. Ensuite, on passera aux faiblesses. Si vous voulez avoir une copie aussi, on peut vous envoyer sur votre email adresse. D'accord? Je dirais en guise d'introduction que Think Mauritius est un groupe de réflexion qui lutte pour une Maurice meilleure. Nous n'avons aucun lien avec les partis politiques d'aujourd'hui. Et nous pensons que la réforme électorale est un exercice capital pour l'avenir du pays. Et alors, on ne peut pas laisser ça entre les mains des seuls politiciens. Parce que eux, ils vont, comme vous savez, tirer le drap sur eux-mêmes. Et aussi, Think Mauritius est très inquiet de la façon dont la réforme est proposée en ce moment, sans consultation avec les forces vives du pays, avec les citoyens. Et alors, nous, au niveau du Think Mauritius, comme a dit mon collègue, ça fait longtemps qu'on réfléchit là-dessus, mais là, on a fait une analyse des faiblesses de notre système. Et ensuite, on vous fera des propositions. Moi, je vais aborder cette partie des faiblesses, et mon ami Pitch 24 Assami va vous parler des propositions qu'on va vous faire. Il faut dire, avant de commencer, que ça dure depuis 25 ans qu'on parle de réforme électorale. Mais jusqu'à l'heure, rien de concret. Et je suis sûr que vous allez comprendre pourquoi. Nous pensons que c'est parce que le système actuel sécurise un peu les politiciens du jour. Il y a eu plusieurs rapports d'ailleurs. 2002, Sac, Tandon, Annie. 2002 encore, il y a eu un select committee pour voir le rapport Sac. Ensuite, il y a eu Bogdanor et Villanova. Carcassonne, 2011. Sitanen, 2012. Il y a eu un white paper en 2014. Il y a eu, là récemment, il y a eu un comité ministériel qui est supposé travailler sur ce que le gouvernement va nous proposer. Sans consultation, sans dialogue avec les citoyens. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et ils le font pourquoi? C'est pas parce qu'ils veulent avoir une Maurice meilleure, c'est pas obligation qu'ils le font. Il y a eu la motion de résistance et alternative. Il y a eu la Cour suprême en 2005, le Privy Council en 2011,
Le United Nations Human Resource Committee en 2012, d'ailleurs, qui a donné 180 jours au gouvernement. 180 days to remedy. C'est ce qui s'est écrit dans le rapport. Et ils ont même dit, soit either you update the 1972 census or you reform the system. Rien des deux jusqu'à là. Alors vous voyez l'urgence de cette réflexion sur la réforme électorale, c'est très très important. Maintenant, nous, quand on s'est mis à table, on s'est dit, pourquoi réformer? Il faut y avoir des raisons pour réformer. Ben, pour nous, il faut réformer parce que notre système électoral est complètement dépassé. Après 50 ans d'indépendance, les citoyens, qui sont les acteurs de la démocratie, participent dans la démocratie que le jour du scrutin. Et puis, après le jour du scrutin, pendant 5 années, ils sont des spectateurs impuissants. Ça, c'est grave. Et puis, le système actuel ne sert plus les intérêts de nos citoyens. Il faut retourner le pouvoir au peuple, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Il faut aussi corriger le first past the post par une dose de proportionnel. On en a parlé beaucoup. Vous savez que ce n'est pas la peine de vous le dire. Et ça a créé beaucoup de problèmes dans le passé. On a vu par exemple l'absence de représentativité en 1991, en 2000, en 2010, en 2014 et un petit peu moins prononcé en 2083, 2087, 2005 et 2 fois 60-0. C'est contre le principe même de la démocratie. Et on voit aussi, on a des circonscriptions qui sont débalancées. 23 000 au numéro 3, 51 000 au numéro 14. Comment peut-on travailler et dire qu'il y a la démocratie dans des situations pareilles? Alors pourquoi réformer toujours? Réformer pour se débarrasser du communalisme, du castéisme, du noubanisme, se débarrasser du népotisme, du favoritisme et du transfugisme. Il y a beaucoup de gisme, hein? Et aussi se débarrasser des dynasties politiques. Pensez-vous, pendant 50 ans, on a été dirigé par 2 dynasties. Il faut qu'on soit vraiment des cons, les Mauriciens, pour accepter des choses pareilles. 50 ans, 2 dynasties seulement. Et il faut changer, il faut réformer pour une nouvelle culture politique. Plus de moralité dans la politique, plus de valeurs citoyennes, plus de valeurs républicaines, plus de transparence, plus d'accountability. Extrêmement important. Il faut changer, il faut réformer pour avoir des politiciens intègres, des politiciens compétents, des politiciens patriotes. Pas n'importe qui viendront là pour montrer leur langue ou autre chose. Hein. Et aussi pour mettre fin au bribe électoral. De nos jours, si on parle de démocratie, on ne peut pas parler de bribe électoral. Ce sont des choses qui doivent être du passé, qui doivent disparaître du folklore mauricien maintenant. Les faiblesses maintenant du système. Quelles sont les faiblesses? Alors, première faiblesse, c'est l'exercice électoral à Maurice est dominé par l'argent. Des sommes énormes, on viendra là-dessus peut-être plus tard, mais c'est en termes de milliards. On a fait le calcul. Par parti, une partie, surtout les grands partis qui présentent des candidats dans les 20 circonscriptions, dépensent au minimum 200 000 roupies. Au minimum. C'est certainement plus que ça. Et si on met les 4 partis, on ajoute, ça dépasse les milliards. Vous pensiez? Des milliards de roupies pour une élection? Pourquoi? Est-ce que ça nous donne plus de démocratie? Je ne crois pas. Au contraire, c'est le contraire qui se passe. Alors, il y a
il y a l'argent, le pouvoir de l'argent, il y a le communalisme, il y a le castéisme, il y a la religion, les mensonges, les trahisons, l'hypocrisie, les fausses promesses, les magouilles politiques. La liste est longue. Ensuite, il y a une manque d'efficacité dans le système actuel qui coûte cher, très très cher même aux contribuables. Tout à l'heure, on viendra là-dessus quand on va parler des ministres. On a à Maurice aussi l'autre faiblesse, un surnombre de parlementaires et un surnombre de ministres. Pourquoi faut-il avoir autant de ministres et autant de parlementaires, autant de PPS dans notre système? Ça nous coûte cher. Par exemple, je vais vous dire, allons prendre la première raison, nombre d'habitants par parlementaire. À Maurice, assumons qu'on a 70 députés au parlementaire, ça va faire 18 500 habitants par parlementaire, avec 70. Si c'est 80, ça vous fait 16 250 habitants par parlementaire. Or, si on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, Allemagne, 116 000, Hollande, 75 000, l'Espagne, 75 000, la France, 72 000, l'Italie, 64 000. Enfin, il ne faut pas faire comme eux, bien sûr, mais au moins il faut garder un petit peu la balance. Et là, en ce moment-ci, en France, on propose une réduction, avec Macron, une réduction de 30%. Ils vont sortir de 577 députés pour aller à 404. En ce moment-ci, ça va être débattu. On va sortir de 348 sénateurs pour aller à 244. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait à Maurice? On augmente, on va à l'encontre de ce qui se passe. Deuxième chose, deuxième raison, ce que nous coûtent les parlementaires, les ministres, etc. Le coût direct d'un ministre à Maurice, pour les 5 ans de son mandat, 20 930 000 par ministre, coût direct. Pour un PPS, 15 210 000. Pour un député, 9 230 000. Ça, ce sont les coûts directs. Allons prendre les coûts indirects. Les coûts indirects, garde du corps, voiture, chauffeur, voyage, per diem, pension à vie, ça dépasse les coûts directs. Maintenant, il y a des coûts additionnels. On va mettre les fils, les filles, des épouses, des époux, un petit peu partout. Et qui vont avoir des salaires aussi importants que le ministre lui-même. Ben, ça fait encore des millions. Et finalement, la cerise sur le gâteau, il travaille le moins possible. Une fermeture du Parlement, congé parlementaire. J'ai un ami là qui a travaillé là-dessus, Dave, et il a vu que finalement, si vous pensez, si vous calculez ce qu'il gagne en termes d'heures effectives de travail, c'est une somme astronomique comparée surtout au basic minimum salary qu'on a à Maurice. Et alors, pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut réduire le nombre de parlementaires et surtout, quelque chose que j'ai oublié de dire aussi, si une personne peut accumuler la responsabilité du Premier ministre et ministre des Finances, mais pourquoi pas pour les autres? Pourquoi pas les autres portefeuilles les mettre ensemble et réduire le nombre de ministres? Moi, je veux pas de problème. Si quelqu'un peut le faire au niveau du Premier ministre et ministre des Finances, il faut le faire aussi pour les autres. Et alors réduire le nombre de ministres. Mon ami Penka Dassami, Pitch, va vous parler tout à l'heure sur tous ces problèmes aussi. Autre faiblesse dans le système, je crois qu'on a vu le système de First Past the Post. Le BLS, Best Loser System, encourage le communalisme à Maurice. Surtout que le BLS, on définit le BLS à partir du way of life. Qu'est-ce que ça veut dire, way of life? L'autre faiblesse, c'est allocation
le BLS, l'allocation du best loser, basée sur le Community Census de 1972, qui est complètement anachronique, dépassé complètement, ça ne reflète pas la réalité du terrain. Autre faiblesse, c'est la coalition préélectorale contre nature. On a vu ça en 2014. Des partis qui n'ont pas les mêmes idéologies, des partis qui sont à l'opposé complètement, mais qui arrivent à se coaliser uniquement pour prendre le pouvoir. C'est contre nature, des partis contre nature. Alors là, il faut mettre un frein à ça. Et puis il y a le transfugisme, qui est une déni de la démocratie à Maurice. Je vais finir avec les faiblesses, avant de passer la parole à mon ami. Autre faiblesse, c'est trop de pouvoir dans la main du Premier ministre. C'est lui qui dissout l'Assemblée, c'est lui qui décide sur les dates d'élection, c'est lui qui décide sur le choix de ministre, etc., etc. On ne peut pas, dans une démocratie qui se respecte, laisser autant de pouvoir dans la main d'une seule personne. C'est pas sain, c'est pas correct, c'est pas démocratique. Le nombre élevé de parlementaires et de ministres qu'on a vu. Et oui, pour vous dire, on a fait une calcul aussi pour voir ce que ça nous coûte. Ben, c'est pas grave, je vais revenir là-dessus après. Et puis, on a vu des brebis galeuses au niveau du Parlement. Ils ne sont pas inquiétés. Ils sont là. Ils gagnent leur salaire. Ils s'amusent. Et ils font la honte des Mauriciens. Et pourtant, ils sont là et ils vont rester là pendant 5 ans. Et alors, mon ami Piche va vous dire ce qu'il faut faire là pour essayer de corriger ça. Le Electoral Supervisory Commission, aussi bien que le Electoral Boundary Commission, n'a pas suffisamment d'importance et de pouvoir pour pouvoir agir. Il faut mettre de l'ordre. Ça aussi, mon ami va vous en parler. Le financement occulte et non contrôlé des partis politiques à Maurice. Gros problème. Le blanchiment d'argent, l'argent malpropre qui va pour alimenter comment dirais-je pendant la campagne électorale. Et puis, autre problème, c'est des candidats fantoches que les grands partis parachutent pendant les élections simplement pour avoir un peu plus de contrôle. Il faut cesser avec ça. Et pas de préparation pour les jeunes pour prendre la relève à Maurice. Les dinosaures sont là, ils ont leur grappin sur leur parti. D'ailleurs, ils agissent comme des propriétaires des partis. Ils sont là comme des propriétaires de partis. Eux qui décident. Ils décident tout. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils vont revenir au pouvoir, ils gardent cette même attitude. Là, ils deviennent des propriétaires du pays. Hein? Alors, il faut qu'on cesse avec des choses pareilles. Il n'y a pas de préparation des jeunes pour la relève, c'est ça le gros problème. Les dépenses électorales sont abusives et sans contrôle. Il faut un système pour contrôler tout ça. Et puis une absence de débat d'idées. Les grands partis, quand ils ont sur les salles, ils parlent sur des personnes, character assassination, des trucs banals, même au niveau du Parlement. Il n'y a pas de débat d'idées. Il n'y a pas de projet de société. Il n'y a pas de modèle économique valable qu'on peut discuter comme des gens, comme des intellectuels, quoi. Et alors, il faut que ça change. Et finalement, il faut qu'il y ait plus de jeunes et de femmes qui sont représentés. Mais nous, au niveau de Think Mauritius, on n'est pas pour des quotas. On veut qu'il y ait plus de femmes et de jeunes. Mais c'est à eux, il faut qu'ils soient là par compétence, par capacité, par intégrité et pas par leur jeunesse ou leur sexe ou je ne sais pas quoi. Okay? Et puis, notre système favorise les carriéristes et les dynasties politiques, ceux qui font carrière dans la politique. C'est pourquoi aussi on viendra avec des suggestions pour mettre fin à ça. Et finalement, le système favorise la bipolarisation.
et décourage l'émergence des jeunes, des petits partis. Ces petits partis ont souvent beaucoup d'idées, c'est du sang neuf, des idées neuves, hein, des propositions très intéressantes, mais malheureusement, on ne fait rien pour les encourager. Il y a un abus de ressources, des ressources de l'État. Si vous voyez comme la MBC est utilisée en ce moment, dans une démocratie, on ne peut pas permettre des choses pareilles. Et finalement, il y a un concubinage. Il y a deux types de concubinage à Maurice. Politicien socioculturel, hein, qui est très grave déjà. Mais il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. Il y a cette oligarchie politique et oligarchie économique en concubinage. Et eux, cette concubinage est très très dangereux parce que quand ils font leur jeu ensemble, ce sont les citoyens qui vont payer les pots cassés. Ce sont les citoyens qui sont les grands perdants de tout ça. Et alors, il faut essayer de réfléchir un petit peu comment arrêter tout ça. Et finalement, une opacité au niveau des partis politiques. Comme je dis au début, les leaders sont comme des propriétaires. Hein, on ne peut pas. Et puis les partis politiques ne peuvent pas communiquer uniquement avec des monologues hebdomadaires. C'est pas comme ça qu'on communique avec la nation. Il faut trouver autre moyen. Et pour vous donner des solutions à tous ces problèmes ces faiblesses que j'ai mentionnées, mon ami Pitch va prendre la parole et il va vous énumérer quelques propositions. Hein. Merci bien. Merci déjà. Bonjour les amis. Comme vous savez, en ce moment, tout le monde débat de la réforme électorale. On l'a pas fait pendant 50 ans, on le fait maintenant, comme on nous a dit, parce qu'il y a une nécessité, une urgence, surtout au niveau international. Mais le système, avec ses faiblesses que nous connaissons, doit changer, qui est pression de l'extérieur du monde. Et nous avons déjà parlé de certaines propositions. Quand on a commencé nos activités il y a 8 ans de cela, on avait fait des programmes à la radio, peut-être que certains d'entre vous se souviennent. Par exemple, des causeries à Radio Plus, TFM, etc. On a parlé dès cette époque-là, à peu près 5-6 ans de cela, de réforme électorale. Et pourquoi il faut réformer? Le BLS, maintenant tout le monde trouve que c'est mauvais parce que ça encourage le communalisme. Jusqu'à récemment, il y a certains qui défendaient avec les ongles le système de BLS pour sécuriser, soi-disant, certaines communautés. Mais en fait, le système sécurise les politiciens et divise la nation, divise les citoyens. Mais ce n'est pas seulement le BLS qui est en cause, parce que si on élimine seulement le BLS, on garde le système actuel de 3 élus par circonscription, ça va être la même chose. Ceux qui suivent le dépouillement des élections, hein, vous savez qu'il y a très souvent des gens qui votent en termes communaux, il n'y a pas beaucoup, mais il y a suffisamment pour faire changer parfois les résultats des élections. Et les candidats au sein d'un parti, ils demandent à des personnes de leur communauté de couper, comme on dit, un candidat de l'autre, pour voter pour eux. Ça, on voit quand on écoute le dépouillement des votes. Hein. Très souvent, ce n'est pas beaucoup, c'est 1000, 1500 peut-être pour cette construction, mais c'est allé jusqu'à 4000 apparemment à la dernière fois. Donc, mais c'est suffisant pour faire changer parfois les résultats. Donc c'est un système qui encourage le communalisme. Un candidat d'une certaine communauté va rencontrer les membres qui ne sont pas partisans de notre parti politique pour leur demander de couper un candidat et de le donner aux autres. Donc ça encourage, continue le système,
Et après les élections, ce qui se passe, c'est que les candidats élus doivent obligatoirement rendre l'ascenseur. Donc ça continue, le système. Donc nous préconisons qu'il faut éliminer le système de 3 élus par circonscription et nous proposons un système avec un élu par circonscription. Donc là, nous proposons le chiffre de 50. On n'est pas entré dans les détails techniques, évidemment, mais nous pensons qu'avec 50 circonscriptions à un élu, toutes les communautés se retrouveront. Et d'ailleurs, ce n'est pas une révolution qu'on fait. Le système existait avant le présent système. En 1958, il y avait 40 circonscriptions à un élu. Et après ces élections, toutes les communautés se sont retrouvées. Il n'y a pas eu de problème. Nous pensons qu'avec 50, bon, il faut travailler les chiffres, il faut voir les coupages, etc., parce que ça dépend des régions, la géographie et tout. Nous, on n'a pas les moyens de faire ça, mais c'est une proposition que nous pensons et nous apportera un système plus sain que celui-là. Donc éliminer le BLS seulement ne résout pas le problème. Il faut éliminer le système de 3 candidats par circonscription, parce que quand il y a un candidat par circonscription, chaque parti aura à donner tout son surcoût à ce candidat-là. Tous les partisans devront voter pour un seul candidat. Ils ne vont pas diviser les votes en disant candidats de la même communauté dans différents partis. Il ne faut pas le faire. Donc il y aura plus de cohésion et moins de communalisme et aussi plus d'emphase sur le programme. Et nous mettons l'emphase là-dessus aussi que tous les candidats qui sont indépendants, qui sont de tous les partis, quand il y a des élections, ils doivent venir avec un programme. Ça doit être une condition de la registration comme candidat. Bon. Alors voilà, ça c'est la proposition que nous faisons en ce qui concerne. C'est la proposition principale en fait. Remplacer le système de 20 circonscriptions à 3 élus et 2 à 2 qui est déjà mis en aberration, pourquoi 2 avec 50 circonscriptions à travailler, ça peut être 50, 52, 50, je ne sais pas, mais un élu. Et puis, nous proposons un système de représentation proportionnelle de l'État avec un maximum de 12. Avec l'idée qu'il y aura un rééquilibre. On va faire une plus juste représentation des partis en termes d'élus. Parce que comme vous savez, il faut voir si, avec le système actuel, si un parti a 50% des votes partout, il va avoir 51%, il va avoir 60 €. Parce que le système est fait comme ça. Il n'y a pas d'autre moyen d'élire quelqu'un. Si on fait une élection, il faut que le premier passe. Mais il faudra corriger parce que là, il y a une question de l'opinion des citoyens. C'est 40, il y a eu des cas où même jusqu'à 48% des votants ne se retrouvent pas au Parlement. C'est quelque chose qui est aberrant. Donc il faut que le résultat des élections à travers le first past the post soit un peu corrigé par un système de proportional représentation proportionnelle. Alors nous proposons un maximum de 12, 50, 12, ça fera 62. Premièrement, il ne faut pas avoir trop de nombre, un trop grand nombre de représentants PR, parce que ça peut déranger le système, ça déstabilise le système. Et aussi, nous voulons réduire le nombre de députés. Nous ne voulons certainement pas augmenter le nombre de députés comme on l'a proposé en ce moment,
Et donc, nous pensons qu'avec un système de 62, dans les enfants, on peut fonctionner très bien. Et puis il y a autre chose aussi, vous savez, quand en ce moment, c'est devenu la pratique depuis pas mal d'années, que dans un Parlement, le gouvernement va essayer d'avoir la majorité. Il doit avoir la majorité. Donc pour s'assurer qu'il a la majorité, il va nommer un grand nombre de ministres, un grand nombre de PS, pour avoir une majorité au Parlement. Donc c'est actuellement le cas. Si vous avez 26 ministres et 10 PS, vous avez 36, ce qui est déjà plus que la moitié, 50% de l'Assemblée. Donc ils sont sûrs d'avoir une majorité tout le temps. Personne ne va essayer d'aller de l'autre côté, d'être en transfuge, parce qu'il n'y aura pas de chance que l'opposition va venir au pouvoir. Hein, c'est ça la règle, évidemment. Aujourd'hui, le transfugisme se fait, on peut dire plus ou moins, à 90%, peut-être plus, par intérêt personnel. Donc c'est ça qui... il n'y a pas lieu d'avoir un très grand nombre de députés. Et aussi, nous pensons en même temps qu'on peut très bien réduire le nombre de ministres à environ une quinzaine. Et nous pensons aussi qu'il faut éliminer complètement les PPS. Parce que ce qui se passe, ce qui s'est passé avec le temps, c'est que finalement les PPS deviennent comme des project managers, c'est eux qui contrôlent tout. Ils savent d'ailleurs, quand vous écoutez à la radio aussi un problème, on téléphone le PPS, qu'est-ce qui se passe là-bas, même dans les projets techniques, où ce sont les ingénieurs qui doivent s'occuper. Donc, il faut éliminer les PPS, surtout dans la forme actuelle. Ils sont des super project managers dans le ministère. Et ce qui décourage aussi les fonctionnaires qui disent, moi je connais beaucoup de fonctionnaires, je suis président de la Fédération des syndicalistes civils, il y a des fonctionnaires, mais les autres ont envie comme ça, les autres. Mais il n'y a plus de motivation dans la fonction. Parce que les politiciens en rapportent tout. Il faut retourner à un équilibre où le politicien, le ministre est quelqu'un qui donne la direction politique, et ce sont les fonctionnaires qui doivent travailler le système. D'ailleurs, moi je dis toujours, je ne blâme pas les politiciens si les projets ne marchent pas. Je blâme les fonctionnaires parce que le politicien, il n'est pas un technicien, c'est le technicien, le ministère qui a toutes les ressources pour travailler tous les projets. Donc si ça ne marche pas, ce sont les fonctionnaires qui sont responsables. Il faut redonner aux fonctionnaires leur dignité, leur confiance et les laisser travailler. Il fut un temps, pas si longtemps, je vous dis j'ai été fonctionnaire, j'ai été aussi au échelon, où un PS disait au ministre ce que vous voulez faire, c'est pas bon. Le ministre pouvait être un peu en colère, le lendemain, l'autre, il dit je crois que aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, c'est le ministre qui dit aux fonctionnaires ce qu'il faut faire. Donc ça ne marche pas, c'est le chaos. On voit ce qui se passe. Donc, ce que nous préconisons, c'est le système électoral qui influence tout ça. C'est pour ça que nous avons dit dans notre parti que le système électoral n'a pas seulement d'influence sur les élections, mais sur tout le système de gouvernement finalement. Parce que tout ça retourne à réélection, il faut donner à ça, il faut donner à tel groupe, il faut donner à l'autre, il faut faire ça, il faut faire plaisir à tel, tous les agents doivent avoir des contrats, c'est incroyable. Donc c'est la pourriture totale, c'est la corruption à tous les niveaux à cause de ce système-là. Donc le système électoral est important, et c'est pour nous préconisons aussi qu'il faut donner beaucoup plus de pouvoir aux institutions de contrôle. L'électoral, c'est pour résoudre quelque chose.
Et un exemple, je crois qu'il faudra peut-être nous inspirer, c'est l'Electoral Supervisory Commission, l'Electoral Commission de l'Inde, qui a beaucoup de pouvoir. Il y a eu un cas, hein, vous connaissez le grand Nehru qui était le premier ministre de l'Inde. Une fois pour sa campagne électorale, il s'est servi d'un hélicoptère du gouvernement pour aller à un meeting. L'Electoral Supervisory Commission lui a envoyé un papier pour lui dire qu'il est disqualifié comme candidat parce qu'il s'est servi des ressources de l'État. Nous parlons de ça aussi. Finalement, il s'en est sorti parce que la police de sécurité a dit, pour des raisons de sécurité, nous avons demandé pour le ministre de ne pas voyager par la route. Donc c'est comme ça que s'en est sorti. L'Electoral Supervisory Commission a beaucoup de pouvoir et nous pensons qu'il faut donner des pouvoirs. Premièrement, pour le contrôle des finances. En ce moment, l'Electoral Supervisory Commission peut contrôler les dépenses des candidats jusqu'à 250 000, mais il n'a pas les moyens de vérifier. Est-ce que vraiment le candidat a payé tant à un tel ou qu'est-ce qu'il a fait? Et toutes les dépenses en dehors de ça, revient au parti, parce que les dépenses des partis ne sont pas contrôlées. Donc c'est une force de venir demander aux candidats d'avoir une limite sur ses dépenses, et puis le parti fait ce qu'il veut. Donc il faudra contrôler aussi les finances des partis. Et pour ça, il faut préconiser deux choses. Premièrement, que tout parti politique doit être enregistré au Register of Associations. Comme vous savez, le Register of Associations a des systèmes de contrôle très précis, il y a de l'audit. Il faut que chaque dépense, chaque sou dépensé et chaque sou de revenu aussi soit audité, recorded et tout. Donc, on ne pourra pas venir avec des chiffres. Hein. Par exemple, quand quelqu'un dit qu'on a eu des centaines de millions, hein, et que il reste que 200 millions de dollars, mais où sont les chiffres, où sont les tableaux? On nous dit, est-ce que c'est pas? Qu'est-ce qu'on a dépensé? Donc, avec le Register Association, là, le Electoral Supervisory Commission a le droit de contrôler seulement les dépenses pour les élections. Nous disons qu'il faut un contrôle sur tout ce que reçoit un parti et ce que dépense le parti. On a tout le long de son existence, de l'année, etc. C'est comme n'importe quelle association. Donc ça c'est un. Et il y a aussi plusieurs, on va en parler dans quelques instants, il faudra mettre sur place des lois pour pouvoir contrôler tout ça. Donc, alors vérifier les dépenses, les revenus des partis, non seulement pendant l'élection, mais voilà, toute la liste, toute l'année. Ensuite, ce qu'il faudra aussi, c'est qu'il faudra donner le pouvoir à l'Electoral Supervisory Commission un pouvoir de code de conduite. Hein. Il y a par exemple, on entend parler des dons d'argent, des dons en espèces, des promesses de travail, de terre, de pain de terre, de faire ceci, de faire cela. À quelques mois des élections, on commence à asphalter le route, à faire toutes sortes de choses. Ça, ce sont des choses qu'il faudra contrôler. Et nous disons ici qu'il ne faut pas, dans une période de 6 mois avant les élections, faire de nouveaux travaux qui n'ont pas été programmés avant. Si c'est programmé, il y a des budgets tous les ans, on programme des travaux, donc ça va.
Mais si on ajoute des choses, on fait des choses juste avant les élections, c'est du droit de but. Non? C'est la corruption. Donc il faut que l'Electoral Supervisory Commission puisse contrôler tout ça. Donner plus de pouvoir à ces institutions de contrôle. Et le fait que nous préconisons que les partis soient enregistrés au Register Associations, les dépenses, le revenu devront être contrôlés par une assemblée de cet organisme. Là, personne ne sait ce qui est reçu, ce qui est dépensé. C'est comme n'importe quelle association, il faudra avoir des assemblées générales avec des comptes audités. Et aussi, il faudra un code de conduite. Un code de conduite pour les candidats, pour qu'ils ne se servent pas de moyens qui ne sont pas corrects. Et aussi, nous pensons qu'il faut bannir les bases, qui servent à rien finalement. Aujourd'hui, je crois que les Mauriciens sont très conscients, il n'y a pas besoin d'avoir des bases, de toutes sortes de scénarios, des origines, etc. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça pollue aussi pour le Electoral Boundaries Commission, il faut que ce soit un comité indépendant, nommé avec des personnes qui sont indépendantes des partis politiques. Et pour ce faire, nous pensons que ce comité doit être nommé par le Parlement. Nous allons parler un peu plus tard de ça. Donc le code de conduite pendant les élections, mais aussi un code de conduite des politiciens, des parlementaires surtout, pendant toute la durée du mandat de l'Assemblée. Alors, un autre pouvoir que nous voulons donner à l'Electoral Supervisory Commission, c'est la fixation des dates des élections. Ça ne devrait pas dépendre du Premier ministre, parce que nous savons qu'il y a des élections tous les 7 ans. Donc, après les élections, il faut que l'Electoral Supervisory Commission fixe la date des nouvelles élections. S'il y a dissolution du Parlement entre-temps pour certaines raisons, le vote de confiance, etc., là, il doit y avoir un mécanisme. Ce n'est pas le Premier ministre qui décide. Le Premier ministre n'a pas le droit de décider qu'un Parlement doit être dissous. Le Parlement a été élu par le peuple. Il ne peut pas lui dissoudre le Parlement. Donc, il faut revoir le système pour que ce n'est pas entre les mains d'une personne. Et ainsi, pour le Electoral Boundaries Commission aussi, nous pensons qu'il faut que ce soit un organisme indépendant, nommé par les parlementaires. Nous allons parler de ça dans un instant. On a aussi parlé de financement des partis politiques par l'État. Nous pensons que dans le contexte actuel, c'est prématuré de parler de financement des partis politiques par l'État, c'est-à-dire prendre l'argent des citoyens pour voter les partis politiques, quand on n'a pas un contrôle de ce qui se passe. Il faut instituer un système de contrôle de nos et puis on pourra parler d'aide aux partis politiques. Mais ce que nous pensons qu'on peut faire déjà, c'est pour les campagnes électorales, d'accorder des facilités aux partis. C'est-à-dire, par exemple, à la radio, déjà c'est fait, mais un peu plus. Les petits partis, les candidats indépendants, etc., ils doivent pouvoir avoir des temps d'antenne à la radio et aussi mettre à la disposition des partis des infrastructures, un endroit où ils peuvent faire un meeting avec la sonorisation, etc. Parce que ça coûte énormément. Et les candidats
indépendants où les petits partis ne peuvent pas se permettre d'aller dans plusieurs circonscriptions. C'est pourquoi ils sont limités à quelques circonscriptions. Donc, donner ces facilités-là pendant la campagne électorale. Et ça va aider aussi les candidats indépendants qui n'ont pas les moyens, sinon ça veut simplement dire que seuls les riches peuvent devenir candidats. Éliminer le temps suivi, nous en avons parlé. Je crois qu'il faut pas abolir complètement le temps suivi dans le sens que si quelqu'un est élu sous un parti, quitte ce parti, et un autre parti, c'est le temps suivi. Nous pensons que s'il y a un problème de conscience, qu'un député ne se retrouve plus dans ce qui fait le gouvernement ou son parti, il doit pouvoir siéger en indépendant, avec l'assentiment de ses mandats. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut faire, mais ça ne tombe pas sous la question de réforme électorale, c'est plutôt réforme de la démocratie, du fonctionnement de la démocratie, que nous avons parlé hier. Il faut que les candidats, les élus plutôt, viennent à leur mandat très souvent, comme c'est le cas en Australie. Par exemple, s'il y a un débat, s'il y a une motion qui est présentée à l'Assemblée nationale en Australie, les élus sont obligés de par la loi d'aller faire des réunions avec le mandat pour savoir ce qu'ils pensent. Voilà. Alors, réduction du nombre de parlementaires, nous en avons parlé. Maintenant, nous sommes évidemment contre l'augmentation du nombre de ministres parce que ça va occasionner beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus de corruption, etc. Déclaration des avoirs du parlementaire, c'est quelque chose qui est... Vous savez, quand on a parlé de ça, en 82, après les élections de 60, moi j'étais le président de la Fédération des syndicats de civils, et le gouvernement avait proposé qu'on demande aux parlementaires, aux ministres et aux fonctionnaires de déclarer les avoirs. Nous étions contre, parce que nous disons pourquoi s'arrêter aux fonctionnaires. Ce n'est pas seulement les hauts fonctionnaires. Vous savez, il y a toutes sortes de superflus. On peut mettre des biens sous les noms d'une personne. Alors, vous avez demandé aux syndicats des fonctionnaires européens qu'est-ce qu'ils font. Il a dit que pour nous, ce n'est pas un problème. Parce qu'en Europe, tout le monde doit déclarer ses avoirs. Donc, si quelqu'un a une propriété quelconque qui n'est pas déclarée, il est hors la loi. Donc, automatiquement, tout le monde. Donc, il faut que ce soit non seulement pour le moment, obligatoirement les parlementaires, mais aussi tout le monde. Toute personne, donc, que ce soit les profils parlementaires ou pas, il doit déclarer. Et ça doit être accessible à tout le monde. Et là, il faut le Freedom of Information Act. Alors, pourquoi nous parlons consolidation de la démocratie? Ce n'est pas essentiellement la réforme électorale, mais pour nous, la démocratie ne s'arrête pas aux élections. Au contraire, la démocratie, c'est la pratique qui suit les élections. Il faut qu'il y ait une communication entre les élus, entre les citoyens et les élus. Aujourd'hui, après les élections, nous avons une monarchie. Le Premier ministre est un monarque, il fait ce qu'il veut, et même les députés et les autres ministres disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est pas ça. En fait, ils ont été envoyés comme représentants du peuple pour gérer les affaires du pays au nom du peuple. Parce qu'on ne peut pas mettre 1,2 million personnes ou 500 000.
personnes dans un gouvernement, il faut obligatoirement avoir un groupe de personnes qui gèrent ces business. On a un comité, on a un general manager, etc. Et il doit pouvoir, ceux qui sont responsables de la gestion, doivent pouvoir rendre compte de ce qu'ils font tout le long de l'année à n'importe quel moment. Alors nous préconisons des commissions parlementaires. Nous avons en ce moment le Public Accounts Committee qui a le pouvoir d'aller voir toutes les dépenses qu'il y a eu dans le département du gouvernement. Mais ce rapport est post-mortem, c'est-à-dire après. Tandis que dans d'autres pays, par exemple en Amérique, il y a un Senate Committee on Expenditure, et ce comité peut appeler n'importe qui, à n'importe quel moment, pour leur venir d'expliquer pourquoi ils font telle dépense. Et n'importe quel membre du public peut aller vers ce comité pour dire qu'il y a des dépenses qui se font en dehors de ce qui a été préconisé, etc. Et on passait des émissions, on fait toujours à la télévision, où on voyait, c'est fait en public, on voyait les chefs de département qui étaient appelés devant ce comité-là et on avait expliqué pourquoi ils font des dépenses. Il y a aussi la possibilité d'une deuxième chambre, ça prend un peu de temps peut-être, mais ce serait une bonne chose pour pouvoir avoir des compétences, des gens qui ont des expériences et qui ne veulent pas nécessairement aller sur le terrain. Alors, pour consolider la démocratie, nous allons venir avec un papier sur le fonctionnement de la démocratie. C'est-à-dire, après les élections, comment doit fonctionner la démocratie. Donc là, nous simplement énumérons quelques choses importantes, simplement pour mettre le tout dans le système. Alors, pour avoir vraiment une démocratie qui est participative, il faut impérativement avoir le freedom of information. On nous a promis ça depuis longtemps. C'est pas souvent déclaration des assets et Financial of Political Parties Act, une loi anti-tampon, une loi plus sévère pour décourager l'abus de l'appareil de l'État. Ça c'est important, on voit ce qui se passe. Alors, nous avons aussi préconisé depuis longtemps la limitation du mandat du Premier ministre et du Président à 2. Quand on avait fait ça il y a peu de temps, tout le monde se dit non, on va le faire. Maintenant, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour la bonne et simple raison que si quelqu'un, par exemple, un jeune, est intéressé à faire la politique, à vouloir être actif et participer au développement du pays, s'il entre dans un parti, il voit que les leaders là, il est découragé, il n'a aucune chance de se retrouver en tête. Donc, il ne vient pas. Ça décourage, en fait, un renouvellement du parti. Donc, il faut limiter à 2. Et il faut aussi pouvoir développer, on a dit des députés pour les votes rares. Donc, ce sont des choses que nous pensons qu'il faut ajouter aussi. Ce n'est pas la réforme électorale directement, mais il faut compléter la réforme avec ces choses-là. Alors, donc nous pensons qu'il y a nécessité de discuter de tout ça avec tous les citoyens. La réforme électorale ne peut pas se faire entre les politiciens, mais certainement pas seulement avec un comité ministériel, parce qu'ils vont faire des choses qui sont en faveur uniquement. Il faut que ce soit discuté avec tous les partis, débat public
ce qui est échangisé, et aussi permettre aux citoyens d'exprimer le point de vue. Parce que là, comme s'ils sont en dehors complètement du débat, ils ne font que subir. Finalement, le peuple subit ce que veut faire les politiciens. Donc voilà, si vous avez des questions, vous avez des éclaircissements, nous avons un papier qu'on va vous mettre aussi là, monsieur Tinguet. Quelle différence vous faites entre un brave électoral et une promesse électorale? Est-ce que c'est la même chose ou quelque chose? Quelle différence vous faites? Vous avez parlé du brave électoral, vous n'avez pas parlé de promesse électorale. Oui. Promesse électorale, ça concerne toute la population. On pourrait venir l'année prochaine avec une promesse électorale qui tourne pareil comme on a eu les fameux 5 000 roupies les 5 000 roupies de l'Alliance CPF. Donc, est-ce que c'est un brave électoral qui touche tout le monde, mais c'est un brave... Un candidat vient à la maison me dit comme ça, tu n'as pas de travail, bon, je te donne un travail si tu retournes. Ça, c'est difficile par exemple. On prend de la pension à 5 000 euros. C'est, disons, faisable. Ouais, c'est faisable. Donc, c'est un brave dans le sens que on veut attirer le vote, mais en même temps, c'est pas facile juridiquement de condamner. Parce qu'ils l'ont fait. Mais s'ils font des promesses qui ne sont pas viables. Donc là, il faut avoir le mécanisme pour pouvoir leur demander, vous dites que vous allez faire ça, comment est-ce que vous allez le faire? Si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas réfléchi à moyen de le faire, c'est un braille. On peut faire des promesses, mais là c'est un braille parce que vous dites des choses qui sont impossibles à mettre en pratique. J'ai vu que il y a une nuance. pas que les promesses sont hypothétiques. On dit que les brailles, c'est en espèces, c'est déjà là. Mais comme il y a une ligne de démarcation qui est très floue entre les deux, comme vous avez sûrement réalisé. Oui, j'ai une question par rapport à la proportionnelle. Vous posez le chiffre de 5% national. Pourquoi 5%? Parce que d'autres qui proposent 7,5%, d'autres qui proposent 12%. Pourquoi ce chiffre de 5%? Ouais, 5% parce qu'il y a des petits partis qui ne pourront pas présenter des candidats dans toutes les circonscriptions. Donc 5% du vote national. Donc, si on met un chiffre beaucoup plus élevé, ils arriveront très difficilement à pouvoir faire ceci. Donc 5%, c'est pas très faible, parce que sinon, quel petit groupe peut venir. Il y a des pays où c'est moins que 5. En Allemagne, c'est moins que 5. Il y a un juste milieu à faire. Je crois que c'est pour permettre aux petits partis de s'émerger. Parce que 10%, c'est pas mal, c'est proposé. S'il y a 800 000 électeurs, ça fait 80. Vous avez dit que vous êtes contre le fait que c'est le Premier ministre qui choisit ses ministres. Qui va choisir les ministres? Vous avez dit qu'il ne faut pas que c'est le Premier ministre qui décide qui soit ses ministres. Non, pas ministre. Ceux qui vont être sur le pouvoir. Proportionnel au pouvoir. Le ministre, oui, il choisit son ministre. Il choisit son avenir. Le principe, c'est que, en fait, l'élection, strictement parlant, ne choisit pas le Premier ministre. On élit un représentant de la circonscription pour aller siéger au Parlement. C'est le Parlement qui choisit le Premier ministre. C'est pas le président? Non, moi, je c'est le président. Il choisit dans le sens, c'est le gouvernement est issu du Parlement.
les citoyens élisent un parlement, 60 personnes, 70 personnes. À partir de là, dépendant de celui qui peut commander une majorité, c'est appelé ça. La personne qui peut commander une majorité, que le président appelle pour lui demander de former un gouvernement. S'il ne peut pas le faire, il peut demander un autre. Si cette personne dit que je ne peux pas faire un gouvernement, il peut demander au chef de notre parti. Et ça s'est passé en Australie, par exemple, où un premier ministre avait démissionné parce qu'il a perdu le vote de confiance. Et il est allé voir le gouverneur général pour lui dire de dissoudre le Parlement. Le gouverneur général lui a dit non, je n'ai pas besoin de dissoudre le Parlement, je vois s'il y a un député qui peut faire. Il a été voir celui qui avait le plus grand élu. L'autre a fait le gouvernement. Ils ont travaillé pendant quelques années. Qu'est-ce que vous avez parlé, vous avez dit politicien intègre. Pour vous, c'est quoi un politicien intègre? Nous avons parlé d'un code de conduite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, quand il fait une proposition, c'est pas quelque chose qu'il fait en l'air, mais c'est quelque chose de travailler. Il veut faire un projet ou faire tout le bien-être de la nation. Il doit pouvoir, dans son proposition, être juste envers tout le monde, pas faire une proposition, des exemples, pour telle communauté, pour pouvoir avoir une faveur, ça c'est pas intéressant. Vous pensez quoi de ce qui est par-delà de la presse par rapport à la nomination communale ethnique par les politiques? Non, parce que nous on est. Oui, moi je suis d'accord, contre le PLS. Donc, ce que nous proposons, c'est qu'il y ait 12, à part des 50 que nous élus directement, il y aura 12 qui seraient sur le prochain recommandation. Alors il y a trois possibilités. Soit les partis proposent une liste avant des élections de candidats, de personnes parmi lesquelles ils vont choisir après les élections. Donc ils ont une liste de chaque parti. Maintenant, ça peut être en ordre de priorité. Ils peuvent dire je vais prendre celui-là en premier, si j'ai droit à 4 candidats, je vais prendre celui-là, celui-là. Ou bien, ça peut être dans n'importe quel. Ils vont choisir après. Alors là, ils peuvent choisir, s'ils veulent, en fonction peut-être d'une communauté qui n'a pas reçu assez élu, ou une expertise quelconque. Vous voyez, ils sont libres de choisir parmi ces deux. Mais ce n'est pas le premier ministre, c'est le parti. Avec le vote de. Quand nous demandons l'enregistrement au registre association, il y aura un comité, il y aura un board de direction. C'est le board de direction. Souvent, ce que je demande, c'est que, en fait, ce qui est paru dans la presse, c'est qu'il y a le force de cause, une proposition proportionnelle, et il y a une troisième option par rapport à c'est eux qui choisissent les représentants communaux. Les cinq qui proposent. C'est ça. Mais moi je crois que le mauricianisme doit primer sur toutes les autres considérations. Il n'y a pas sorti là. Pour nous, au niveau de Think Mauritius, c'est le mauricianisme avant tout. Alors, ces 5 personnes qui vont nominer sur la base communale, on est tout à fait contre. Ce n'est pas du tout dans notre concept du mauricianisme, et surtout le nation building. Pour les politiciens actuels, ça les arrange. Ils jouent là-dessus. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Nous, on est des citoyens, on est neutres,
et on regarde le pays en tant que tel. Quel est l'avantage pour le pays? Et nous nous disons, pas de considération communale, uniquement le mauritianisme en point à la ligne. Vous allez participer si jamais le comité interministériel vous appelle pour demande de présenter. C'est un document que vous allez envoyer au ministre responsable, au Premier ministre. On enverra des copies à toutes les personnes. Bien sûr. Et ce qu'on veut faire aussi. Mais le problème, c'est est-ce qu'ils vont nous écouter si ça nous propose? Ils vont recevoir une copie. On va envoyer à tous les ministres. Mais on voudrait avoir un débat national. Donc, ce que nous avons proposé aux partis politiques, parce qu'il faut travailler avec eux. Donc on a un parti politique et on va organiser des débats, probablement des débats publics avec les partis politiques pour voir ce qu'ils pensent. Question s'il vous plaît. Et les bribes électorales, c'est un offense. Mais quand même, ça, on voit dans notre pays, le candidat, il continue le travail. Even though he has done this action of bribe, he continues. Comment on explique ça? Est-ce qu'il y a la loi qui peut l'arrêter avant ou même après? Justement, c'est ça, le plus de pouvoir au Electoral Supervisory Commission. C'est eux qui doivent avoir le pouvoir pour contrôler. On va parler dans les détails parce que c'est très technique, mais il faudrait que le Electoral Supervisory Commission ait le pouvoir pour pouvoir contrôler tout ça.